Bonjour, bonsoir, chers amis. Je vous présente le prochain cours. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité, mais au plus précisément de l'audit de l'identité. Je vais vous montrer un peu comment on fait l'audit de l'identité, comment on fait cette vérification, même ce contrôle, comment on voit l'identité de l'entreprise, c'est-à-dire ce que je dis que je suis, est-ce que je le suis réellement? Et ça se fait à travers un diagnostic. Et ensuite, on va voir la focalisation. L'entreprise doit se focaliser sur quelque chose, sur un créneau, sur un produit, euh, mais il faut faire attention aussi lorsqu'on se focalise, ça peut poser d'autres problèmes. Par exemple, si je me focalise seulement sur un produit, ça risque de faire de l'entreprise une entreprise monoproduit. Hein? Et actuellement, dans le monde entier, les entreprises qui réussissent, ce sont des entreprises qui pratiquent la diversification. Et ensuite, on verra le changement. Vous allez voir dans le changement, l'allié numéro un, c'est le temps. C'est le temps. Et, et pour ne pas, des fois, provoquer un clash culturel. Donc, nous allons voir tout ça. C'est ce que nous avons. C'est notre programme d'aujourd'hui. Donc, je vais essayer de partager avec vous l'écran, c'est important. Et là, on va vraiment avancer avec tout ça. OK? Donc, je vous souhaite vraiment euh, de m'écouter et de m'entendre. D'accord? Euh, merci. Euh, L'écran maintenant, le partage de l'écran. Là, je commence avec, comme je vous dis, l'audit de l'identité de l'entreprise. Donc, ce qu'on essaye de faire, on essaye d'étudier cinq facettes de l'entreprise et, et qui ont rapport à l'entreprise. Ce serait mieux de dire ça. Et ce qu'on essaye de faire, donc on essaye de poser vraiment la question lorsqu'on on veut comprendre l'identité de l'entreprise. Donc, on essaye de poser cette question. Qui sommes-nous? Hein? Ou qui est cette organisation? Là, c'est l'identité. Ça peut être appréhendé, ça peut être que l'identité peut être comprise en vraiment en essayant de répondre à ces questions. C'est un modèle qui a été proposé par Swenen et Moinjo, de spécialistes en organisation. Et là, c'est bien sûr, je vous parle de l'audit externe. La première chose, donc en parlant de ces cinq facettes qu'on doit essayer de comprendre, et on essaie de les comprendre, de les expliciter, hein, expliciter le contenu de ces facettes. D'abord, il y a l'identité professée. L'identité professée, c'est le discours des responsables. Qu'est-ce qu'ils disent qu'on est? Hein? Par exemple, si je dis que je suis, je peux dire que je suis la meilleure entreprise qui existe. C'est mon discours. Et ça porte sur mes caractéristiques centrales, des choses qui sont stables à moi-même et des choses qui évoluent, mais qui deviennent très stables dans le temps. Et c'est ça qui fait que je suis différente en tant qu'entreprise d'une autre entreprise.
OK? Donc, c'est le discours des responsables sur les caractéristiques centrales, les caractéristiques stables de l'entreprise. Hein? Et, et ça, c'est ce qui donne à l'entreprise une sorte de spécificité. Hein? C'est ça qui fait la différence. Et ça peut aider aussi à l'entreprise à avoir un assez, c'est-à-dire un avantage concurrentiel sur d'autres entreprises. Est-ce qu'on est là? Donc, on essaie d'expliciter le contenu de ces facettes, c'est-à-dire d'abord l'identité professée, c'est ce que je dis que je suis en tant qu'entreprise. Ensuite, il y a l'identité projetée, et, et c'est ce que les Anglais appellent le corporate identity. Hein? Là, et, et, puisque c'est projeté, c'est comment je communique avec l'extérieur, avec le public. C'est qu'est-ce que le public voit. L'identité professée, c'est ce que je dis que je suis. L'identité projetée, c'est comment les gens de l'extérieur me voient. Hein, c'est l'identité visuelle, ce qu'ils voient. OK? Ensuite, il y a l'identité vécue, c'est comment j'étais dans le passé. Hein? C'est mon passé, mon histoire. Ensuite, il y a l'identité manifestée. C'est, par exemple, mes ressources, mes performances, ce que je fais en termes de routine, les routines organisationnelles. Hein? Et ensuite, il y a l'identité attribuée. C'est la réputation que j'ai pu acquérir au fil des temps. C'est l'image, c'est ce qu'on appelle l'image. Et des fois, les gens confondent l'image euh, avec l'identité, hein, ou l'image avec la culture. Hein. L'identité même n'est pas l'image. L'identité, c'est le signifié profond, hein, de la culture. L'identité, c'est le signifié profond de la culture. Donc là, je regarde ces 5 facettes. D'abord, c'est l'identité professée, ce que je dis que je suis. L'identité projetée, c'est ce qu'il voit, le public voit, c'est l'identité visuelle. Ensuite, l'identité vécue, c'est ce que j'étais dans le passé. Ensuite, l'identité manifestée, ce sont les routines, ce sont mes ressources, la performance, les routines organisationnelles. Ensuite, l'identité attribuée, c'est l'image, mon image, ma réputation. OK? Réputation de l'entreprise, bien sûr. Et la deuxième étape de ce processus d'audit de l'identité, j'essaie d'analyser les interactions, OK? Entre ces facettes, Par exemple, j'essaie d'établir un système identitaire, un système équilibré, hein, pour voir s'il y a des écarts entre les différentes facettes. Par exemple, ce que je dis que je suis, lorsque les gens me regardent, est-ce que ces gens-là voient que je suis ce que je suis, ou est-ce qu'il y a des écarts? Ce que j'étais dans le passé, est-ce qu'il y a eu des améliorations? Mes routines, est-ce que les routines ont changé, etc. OK? Et troisièmement, on fait un diagnostic. OK? Donc, c'est une analyse vraiment stratégique et on va évaluer les écarts. C'est ça ce que je vous dis. On va évaluer les écarts. On va voir est-ce que ces écarts contribuent ou est-ce que ces écarts dégradent la performance de l'entreprise. OK? Si ça contribue, c'est une bonne chose. Mais si ça dégrade, on doit apporter ce que nous appelons des modifications ou des ajustements. D'accord? Je vous donne un exemple, l'exemple de Sony. Lorsque Sony proclame une partie de son identité par ce slogan, c'est nouveau, c'est Sony. Hein? C'est ça, je prends Sony, mais je pourrais aussi bien prendre quelques entreprises locales comme
certaines banques, comme certaines autres organisations, lorsqu'on dit faisons route ensemble, c'est parce que vraiment, les gens de cette institution-là, ils veulent et ils le font. Est-ce que vous comprenez? Ils veulent faire la route avec vous. Et lorsqu'on dit faisons route ensemble, je ne veux pas faire la route sans vous. Et Sony, lorsque Sony proclame c'est nouveau, c'est Sony, c'est un symbole qui a du sens. Pourquoi? Parce que ça repose sur l'histoire de Sony. L'histoire, ça veut dire les routines. Hein? Ça repose sur des décisions que Sony, en tant qu'organisation, a prises dans le passé, des décisions stratégiques, hein, qui sont importantes à Sony. Ça repose sur le succès d'innovation. Sony a été une entreprise, bon, qui a eu, c'est pas quelques problèmes, mais Samsung, vraiment, au niveau Samsung, depuis ces dernières années, Samsung a donné vraiment un coup fort à Sony, mais Sony a toujours été une entreprise. Actuellement, j'ai une petite radio tout près de moi de Sony, la qualité du son, même les télés, les couleurs demeurent vraiment jusqu'à la fin, juste lorsqu'on utilise ces équipements-là, on voit que ce sont quand même des équipements de haute portée. Et, et ça repose aussi sur la structure et qui permet cette innovation. Donc, tout ça représente l'identité de cette entreprise-là, qui est le signifié profond de sa culture. D'accord? D'accord? Et maintenant, nous allons voir la focalisation. La focalisation, on voit se focaliser, on voit se focuser, focus, hein? Et laissez-moi vous dire, une personne, et vous pouvez voir ça ici, je lis pour vous, parce que là, je lis. Pourquoi? Parce que je veux que vous voyez quelque chose. Un individu doit trouver une motivation particulière dans son travail pour pouvoir s'y investir. S'il n'y a pas de motivation, je ne vais pas m'investir professionnellement. OK? Par exemple, si je suis dans cette affaire-là pour faire de l'argent, oh non, vous allez voir, outre la rémunération, je dois trouver quelque chose qui, le travail doit être significatif pour moi. OK? Donc, là, le processus de focalisation, et ce qu'on essaie de faire, on essaie de canaliser l'énergie, excusez-moi, des individus vers des objectifs. L'objectif est le but à atteindre, vers des références, c'est-à-dire des benchmarks, hein, des références vers un système de valeurs, des valeurs cohérentes, des valeurs homogènes. C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de focuser et, et l'entreprise, ou en d'autres termes, les gens, sur les objectifs, sur les références, sur le système de valeurs vraiment cohérentes. Donc, la focalisation de l'identité d'une organisation peut être définie comment? C'est un processus dynamique par lequel les aspirations, ce que je veux devenir, les actions, les comportements, hein, et les membres de cette même identité économique se convergent vers un élément, hein, vers un élément, vers une structure, vers l'ossature, vers la squelette de l'identité. Donc, on essaie de focaliser sur tout ça. Donc, ça permet de mieux analyser l'identité et ça permet aussi d'agir sur l'identité et pour la rendre compatible avec ce que nous voulons comme résultat, avec les mouvements stratégiques qui sont vraiment recherchés. OK? Donc, et je peux me focaliser soit sur un produit, c'est-à-dire un domaine d'activité stratégique, c'est ce qu'on appelle un DAS,
je peux me focaliser sur un domaine d'activité stratégique. Là, je fonde le métier de l'entreprise et tout le monde, c'est un produit ou un domaine d'activité. Et les gens qui y travaillent vont se focaliser sur ce produit. Il y a des avantages, il y a les inconvénients. Ensuite, je peux me focaliser sur un comportement, c'est-à-dire sur les actions prises, les actions qui sont faites par les membres, hein, ou sur des compétences particulières, ou je peux me focaliser sur un dirigeant, c'est-à-dire un leader charismatique ou un groupe de dirigeants. Là, on fait bloc derrière ce dirigeant. OK? Maintenant, ce qu'on essaie de faire, et c'est important, et l'objectif de tout ça, l'objectif de ce qu'on appelle cette focalisation, on peut avoir une entreprise produit, comme je vous dis, ou un mode de comportement, ou un leader. Donc, et ça va nous permettre de savoir quel type de stratégie que l'entreprise, ça va conditionner même très largement le type de stratégie que l'entreprise pourra entreprendre vraiment avec succès. OK? Donc, là, si je regarde tout ça, et j'essaie d'ajuster tout ça pour vous, pour que vous puissiez voir là où je suis. OK? Et là, je vais reprendre, et dans un certain sens, j'essaie de vous présenter l'écran. Là, je reviens avec, comme je vous dis, cette là, OK, c'est ça. Donc, je commence avec, lorsque je me focalise sur l'activité, sur le produit. OK? Donc là, je vais me focaliser sur le savoir-faire, sur le vouloir-faire. Je regarde l'activité, comment cette activité-là est perçue dans l'entreprise, et ça devient la source de la cohésion du groupe. Ça devient la source de la cohésion de l'organisation tout entière. Je me focalise seulement sur le produit, sur l'activité. Donc, en faisant tout ça, les individus se définissent dans le même temps comme exerçant un métier et donc, par le même, ils vont trouver leur place et leur tissu social. Là, regardez. Et tout le personnel se focalise sur cette activité-là. Et c'est une bonne chose. On va s'attacher à cette activité-là. Il va y avoir beaucoup de satisfaction. C'est bon, beaucoup de motivation sont liées à cette activité-là. Et l'énergie est focusée sur cette activité, mais il peut y avoir ce qu'on appelle une sorte de biais. C'est-à-dire, là, on peut dire, peu importe que l'entreprise aille mal, pourvu que le produit lui soit parfait. Donc, on va négliger la diversification parce qu'on se focalise sur le produit. Alors, c'est une bonne chose, ça peut avancer, mais vous allez rendre votre entreprise comme un monoproduit. Et pourtant, on peut toujours se focaliser, mais il faut regarder d'autres activités. OK? Lorsqu'on se focalise sur un mode de comportement, c'est-à-dire une forme particulière de comportement,
Là, et c'est ce comportement-là qui va orienter, qui va modeler la façon que les individus se conduisent au sein de cette organisation. Donc, là, on se focalise sur le comportement, mais il existe une variété de comportements. Dans chaque entreprise, il y a un mode de comportement qui est dominant. Malgré tout ce que je vais vous présenter, il y a toujours un mode de comportement qui est dominant. Et certaines entreprises se vivent comme performantes. Il y a des entreprises qui sont vraiment performantes, qui ont toujours connu la performance. Donc, ces genres d'entreprises, comme certaines entreprises en Haïti, qui ont connu la performance, ça, ils vont se focaliser sur la performance, l'innovation. Il y en a d'autres, c'est opportuniste. Ça veut dire qu'il y a des opportunités, elles mettent la main sur ces opportunités-là. Il y en a, le comportement, c'est des entreprises qui sont prêtes à risquent tout, ou bien encore perfectionnistes. Il y a des entreprises qui sont vraiment perfectionnistes, individualistes. Par exemple, j'utilise souvent Michael Jackson, qui était, dans un certain sens, Michael Jackson, c'est pas juste le chanteur, c'est une organisation, des millions de dollars, si ce n'est pas des milliards. Mais il était très perfectionniste dans ce qu'il faisait, ses chants, etc. Ou individualiste. Il y a des entreprises qui sont très individuelles. OK? Par exemple, je vous donne l'exemple d'IBM. IBM est connu comme très planificateur, très soumise à des règles. Leur slogan est un slogan que IBM utilise. Il vaut mieux chez nous perdre un client en l'ayant prévu qu'en gagner un de manière inattendue. Et c'est une identité focalisée sur un mode de comportement planificateur. Là, c'est bon. Mais ça peut devenir un handicap dans la mesure où l'environnement est turbulent. Là, lorsque l'environnement est turbulent, on doit être capable de s'adapter. Mais si on est très planificateur, on doit tout planifier, tout prévu, tout organisé. Là, ça peut causer des problèmes. Mais IBM a quand même connu beaucoup de succès avec son comportement planificateur. Lorsque je me focalise sur le leader ou un groupe de dirigeants, l'élément fondamental, c'est la conduite de l'entreprise. Ça veut dire que les gens vont se focaliser sur ce leader. C'est le leader ou les dirigeants qui sont l'objet de cette focalisation. Maintenant, on a tendance à suivre le leader, surtout lorsque c'est un leader charismatique. On a tendance à suivre le leader. Si le dirigeant ne s'investit pas, le personnel va agir de la même façon. Par exemple, si vous avez un leader qui ne respecte pas certains principes, je dis souvent, par exemple, s'il y a un leader qui s'argumente beaucoup ou qui ne respecte pas les femmes, etc., vous allez voir dans l'entreprise, ce sont les mêmes choses qui vont arriver, qui fait beaucoup de bruit, etc. Les employés vont faire du bruit également. Lorsqu'on a un comportement comme ça, si le dirigeant ne s'investit pas, le personnel ne va pas s'investir. Donc, une entreprise qui est focalisée sur un leader est susceptible de connaître des crises graves parce que s'il meurt, si le leader meurt, la disparition de ce leader-là peut provoquer des problèmes, des changements qui doivent être préparés très soigneusement et très longtemps à l'avance. D'accord? Maintenant, voyons le changement. Le changement, c'est une altération de l'équilibre fonctionnel d'un système de travail. Okay? Ça change. Il y a 3 théories qui sont associées au changement. Il y a la théorie de stratégie, le changement est abordé de façon générale. Okay? Vous voyez le changement de façon générale, qui n'est pas la bonne façon de faire. Okay? Il y a les théories de procédure, elles sont beaucoup plus fonctionnelles, on explique le processus de changement,
on y trouve la description des étapes. Ça, c'est pas si pire. Mais la meilleure façon, c'est les théories techniques. Elles sont plus précises, elles s'appliquent à une étape particulière du processus du changement. On a on fait un diagnostic, l'intervention, la planification et l'évaluation. Okay? Là, c'est beaucoup plus complet. Les facteurs du changement au niveau externe, et je regarde le PESTEL, hein, politique économique, sociale, technologique, écologique, légal et législatif. Sur le plan, je regarde tout ça, le côté social, sociologique, le plan économique, juridique, etc. Mais les forces internes aussi. Je regarde le vieillissement dans l'entreprise, c'est-à-dire les individus en termes de structure, lorsqu'il y a ce qu'on appelle en anglais le reorganizing, ce qu'on essaie de downsizing. Ce sont des concepts qu'on utilise lorsqu'on veut réorganiser l'entreprise. Je regarde aussi la gestion, c'est-à-dire en termes d'investissement, les profits. Je peux regarder également les modes de production. Donc, ça, ce sont les forces internes dans le changement. OK? Il y a les forces externes, c'est vraiment l'environnement externe, et il y a les forces internes, je regarde l'environnement interne, les individus, les structures, etc. OK? Donc, conséquences du changement chez l'individu et dans l'organisation. D'abord, chez l'individu, il y a le choc, la paralysie, hein, parce que l'être humain résiste au changement. Dans l'organisation, il y a des désarroi. Des fois, les activités se bloquent. Ils deviennent même marginales. Hein. La deuxième phase, c'est l'individu a un désir de changer, qui n'est pas un besoin, parce qu'on résiste. Il va avoir un désir de rechercher ce que l'on a perdu. Chez l'organisation, c'est un comportement d'attaque. On est là. Et ensuite, phase 3, c'est le rejet. Rejet des vieilles façons de penser parce qu'on doit changer. Et pour l'organisation, c'est acceptation de l'état des choses. Et quatrième phase, c'est la prise de conscience. On essaie de reconstituer l'univers de représentation, c'est l'acceptation de la réalité nouvelle. On n'a pas le choix, l'individu, pour le changement, et pour l'organisation, c'est une sorte de réorganisation avec une attitude positive et ouverture vers l'avenir. D'accord? Et je vous dis, dans le changement, le temps comme allié. Il y a un président haïtien qui utilisait le temps comme allié. Des fois, ça marche, mais il faut bien gérer cette façon de faire. Et puis, il y a un spécialiste qui s'appelle P.O. Berg. Il a dit le changement culturel a pour meilleur allié le temps, qui permet aux dirigeants de jouer sur l'univers symbolique de l'entreprise. Celui-ci peut être vu sur plusieurs angles, c'est-à-dire sur l'angle diachronique, le dirigeant cherche à recréer une cohérence historique à partir des développements en cours. Dans cette perspective, il cherche à rattacher quoi? La stratégie, la structure et les politiques, c'est-à-dire les manières d'agir à ce contexte. La stratégie, c'est rapport à ma mission, ça rapport à mon plan, ça rapport à les grandes orientations. Et la structure, c'est l'opérationnalisation, les tactiques, on peut dire, les opérations. Ce qu'on essaie de faire, c'est la structure, c'est les modes d'organisation, si on peut dire, et les manières d'agir. Et qu'on a ici, c'est le dirigeant va créer des mythes en accord avec ces éléments, okay, qui vont être créés par ce nouveau contexte. C'est un effort de redéfinition. Ensuite, Sartre souligne pour changer, lorsqu'on veut changer la culture, on peut agir sur les comportements, par exemple en manipulant les règles, et c'est une action qui doit être constamment renforcée. Hein? Et il dit qu'il existe une voie étroite où le changement culturel est possible, mais il faut procéder avec méthode. Pourquoi? Pour éviter un clash culturel, pour que ça ne
ne se désorganise pas. OK? Ça peut provoquer un clash, un éclatement culturel. D'accord? Il y a Giloche qui observe que le processus de changement n'est pas linéaire, mais avance en crabe. Hein, vous savez, une crabe avance et quelquefois, c'est pas linéaire. Il y a des phases de confusion extrême ou de régression, des phases expérimentales où tout le nœud, le neuf, n'est pas retenu. Donc, il y a des tâtonnements. OK? D'accord? Je vous donne quelques principes et précautions dans le changement. C'est important. Il y a 8 heures qui rappellent quelques grands principes. D'abord, psychologiquement, tout changement entraîne une perte. On va perdre quelque chose et on ne veut pas. On veut pas le perdre. On ne veut pas perdre ces choses-là. Il y a un lien affectif. Par exemple, la disparition de produits. Les gens vont penser à ce produit-là. Même l'image de soi acceptable, les gens vont y penser. Ensuite, il est crucial que le changement ne soit pas vécu comme imposé. Ça veut dire qu'il faut faire ça avec les gens qui vont subir ce changement. OK? Il faut démontrer aux gens qu'il y a une nécessité de le faire. Ensuite, il y a un apprentissage qui se passe toujours à 2 niveaux, le niveau impersonnel et le niveau intrapersonnel. Changement à l'intérieur d'eux-mêmes et changement dans les relations avec d'autres. Ensuite, il faut assurer un sentiment de continuité. Ça veut dire qu'il faut montrer que les choses sont en train de continuer. C'est un paradoxe, mais il faut montrer que ça ne doit pas se faire de façon linéaire, de façon brusque, surtout pour éviter ce clash. Mais il faut assurer un sentiment de continuité. Et pour ce faire, quel que soit le changement que vous voulez faire, un leadership est fondamental. Il faut avoir un leadership, c'est-à-dire un dirigeant qui est là pour donner les grandes orientations, etc. D'accord? Et là, je vous remercie. Et comme je vous dis, et là, on a vu l'identité, et l'identité, les facettes de l'identité, ou en d'autres termes, comment on peut faire l'audit de l'identité de l'entreprise. Ensuite, on a vu la focalisation. On peut se focaliser soit sur un produit, soit sur un leader, soit sur un comportement, un mode de comportement. Et il existe plusieurs modes de comportement qui existent. Et aussi, on peut se focaliser sur les comportements ou soit sur un leader. Mais il faut faire attention avec la disparition de ce leader-là, ça peut provoquer le démantèlement ou la faillite ou la disparition, excusez-moi, ou la disparition de l'entreprise. Et ensuite, on a vu le changement. Le changement, c'est une altération entre l'équilibre fonctionnel, ça veut dire les choses vont changer, l'être humain résiste au changement, il faut faire vraiment attention avec tout ça. Ensuite, il faut, dans le changement se faire en crabe, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est linéaire, il faut éviter un clash culturel. Aussi, c'est très important de savoir qu'il y a des précautions à faire à appliquer dans le changement. Mais pour tout changement, ça prend un leadership. Ça prend un leadership. Merci beaucoup et vraiment, à bientôt.